va faire une anamnèse complète, c'est-à-dire vous poser un tas de questions sur vos antécédents, vos symptômes, les antécédents familiaux, il va vous examiner. On va faire un électro, éventuellement une écho et une épreuve d'effort. Puis, vous pouvez vous poser la question, je m'entraîne, quelles sont mes zones d'entraînement favorables pour améliorer mes performances? Et donc là, on vous propose éventuellement de faire ce qu'on appelle une ergospirométrie, c'est-à-dire un examen à l'effort qui permet en fait de mesurer les différents seuils et qui va permettre de déterminer des zones d'entraînement. Et bien sûr, certains sportifs peuvent présenter des symptômes. Et donc là, ils viennent avec une plainte bien particulière liée à l'effort ou pas, ou à post-effort. Et donc, ils se posent la question si le sport est toujours bien adapté, s'il n'y a pas de risque pour lui de maintenir une activité sportive. Et dans ce cadre-là, à nouveau, le cardiologue va l'interroger, l'examiner, faire des examens complémentaires. On peut aller jusqu'à des examens très invasifs, comme la coronarographie ou l'étude électrophysiologique. On peut faire des résonances pour permettre de voir plus la musculature du cœur. Et donc, l'écho et l'épreuve d'effort sont des tests également réalisés lors de symptômes. Une activité physique régulière, vous le savez tous, c'est le bien-être. Mais donc, les différentes publications depuis des années ont montré que l'activité physique régulière, sportive mais non de compétition, en tout cas extrême, va améliorer différents éléments dans notre organisme. Ils ont des effets fonctionnels, ils développent la capacité cardio-respiratoire, la puissance, le dynamisme musculaire, la souplesse et la solidité du squelette. On sait que chez les femmes, par exemple, ménopausées, qui font du sport de façon régulière, elles seront moins ostéoporotiques que les femmes sédentaires. On a aussi l'activité physique donne des effets organiques avec une prévention de la maladie cardiovasculaire. On diminue le risque d'hypertension, de diabète, d'obésité. On diminue le cholestérol en faisant une activité sportive régulière. On améliore le profil lipidique donc, du cholestérol. Donc on augmente le bon cholestérol, on diminue le mauvais. On améliore des situations pathologiques telles que le cancer. On sait que la sédentarité augmente le cancer du côlon, du sein, et ne fût-ce que d'avoir une activité physique régulière diminue le risque de développer du cancer. Au niveau psychique également, on a une image plus positive de soi-même, puisqu'on fait plus attention à son corps, on a des signes d'alerte qui, lors de l'activité physique, seront plus vite présents que si on est sédentaire. Il y a un effet aussi sur les comportements, avec une préservation de l'intégrité de l'individu. Il diminue, en règle générale, où il arrête de fumer, il diminue sa consommation d'alcool et on a un équilibre énergétique qui est mis en place grâce à des effets nutritionnels qui permet de diminuer aussi les maladies chroniques. Donc, chez tout un chacun, le sport et l'activité physique est indispensable et devrait être prescrite par tous les médecins et pas uniquement les cardiologues. La sédentarité, elle va évoluer vers l'obésité et toutes ces complications tant articulaires, cardiovasculaires que métaboliques, hépatiques, tous les organes seront atteints et ce, dû à cette inactivité. L'obésité va atteindre aussi bien le foie avec ce qu'on appelle la NASH. Vous avez certainement déjà entendu parler, il y a eu pas mal dans les médias d'informations sur cette cirrhose non alcoolique qui est liée à l'accumulation de graisse dans le foie. On a des atteintes articulaires, des atteintes phlébitiques, les cancers dont j'en avais déjà parlé, et donc l'obésité amène à de multiples pathologies. Un peu d'humour, l'évolution humaine, si on continue dans ce sens vers la sédentarité, nous amènera à l'obésité, au fast-food, aux ordinateurs. Le sport reste un paradoxe. On sait que l'activité sportive est indispensable pour améliorer nos conditions de santé, mais elle va aussi augmenter le risque de mortalité secondaire à des troubles du rythme. On sait que l'activité physique intense va être adrénergique. L'adrénaline
est sécrétée par le surrénal, elle va augmenter le risque de troubles du rythme, dont les extrasystoles. Et ces extrasystoles sur un cœur qui peut être un tout petit peu défaillant peut augmenter la mortalité. Le sport, c'est un bienfait, je viens de le dire, sur l'hypertension, sur la fréquence cardiaque. Ça diminue les troubles du rythme, ça peut l'augmenter dans certaines situations. On va vasodilater le réseau artériel périphérique et donc améliorer les conditions musculaires et surtout cutanées. On sécrète de l'endorphine, on améliore la fonction cardiaque, on améliore le profil lipidique, la glycémie, on diminue le risque de diabète, on favorise l'arrêt du tabac et on favorise l'équilibre énergétique. Mais certains sportifs peuvent mourir lors de leur activité sportive et c'est pour ça que nous, les cardiologues, nous devons essayer de mettre en évidence ces risques. Et cette mortalité peut être liée à un trouble du rythme, c'est en règle générale 80 à 90% des cas. Ça peut être lié à un infarctus qui peut survenir au moment de l'épisode, mais aussi dans les vestiaires, surtout chez les fumeurs. Si certains de vous fument, ne fumez pas l'heure qui suit l'activité sportive parce qu'on augmente le risque de spasme au niveau coronarien et donc dans les vestiaires, on se relève plus. Il y a des surmenages cardiaques qui peuvent aussi engendrer, donc si on n'a pas nos limites, on dépasse nos limites, le cœur peut être défaillant et donc augmenter le risque de troubles du rythme. L'exercice physique intense augmente la tension et si cette tension n'est pas bien contrôlée, on peut augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral et d'hémorragie cérébrale. Et bien évidemment, dans certains sports et chez certains sportifs, l'effet du dopage va aussi augmenter ce risque de mortalité. Comme vous le savez, les sports ne sont pas équivalents en tant que charge. Donc on a des sports à haute charge autant statique que dynamique, comme le cyclisme, l'aviron, et puis nous avons des sports de moindre charge, comme le bowling, le billard, aussi des sports de compétition, et qui peuvent être autorisés même chez des patients malades qui ont un défibrillateur par exemple, qui peuvent maintenir en compétition et être autorisés en compétition à poursuivre leur activité. On voit dans la littérature, ici c'est un article assez ancien, mais quel que soit le moment où on débute le sport, on diminue la mortalité dans le public. Donc si on est sportif, donc ici c'est une étude sur 5 ans, on prend des hommes caucasiens et on les suit pendant 5 ans. Si au temps 0 ils étaient sportifs et au temps 5 ans ils restent sportifs, leur mortalité est de 14%. S'ils sont sédentaires, ils restent sédentaires, on augmente de 5 fois leur mortalité. Si maintenant ils sont sédentaires mais ils redeviennent sportifs, on diminue de moitié le risque de mortalité. Et si on est sportif mais qu'on devient sédentaire, on réaugmente notre mortalité. Donc le sport, l'activité physique, quel que soit le moment, est bénéfique. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous les cardiologues, au moment de la consultation de dépistage? Comme je vous l'ai dit, la mort subite est ce que l'on essaie de dépister, d'estimer le risque de cette arythmie chez le sportif et chez vous, pour savoir si le sport est bénéfique, si on doit le limiter en temps, en intensité, en charge. Et donc, quand on parle de mort subite, on parle d'une cause qui est naturelle, non traumatique, qui n'est pas liée à un événement extérieur, qui est inattendu, c'est-à-dire sur un cœur censé être sain, qui suit l'heure de l'activité sportive, qui se passe soit en cours ou juste après la pratique sportive. Et une fois les symptômes présents, la mortalité doit survenir dans l'heure qui suit. Pour parler de mort subite, sinon ce n'est pas une mort subite. Donc, la prévalence de la mort subite dans la population générale non sportive, comme vous le voyez, elle atteint dans les pays industrialisés 0,16 à 0,6 pour 10 000 habitants par an. La moyenne d'âge chez les sujets de moins de 35 ans est de plus ou moins 17 ans dans la population générale
mais ce sont aussi des patients pathologiques. Et au-delà de 35 ans, ben, la mortalité est plus importante chez l'homme que chez la femme, et lors de la mort subite atteint plus de 90%. Vous ne m'entendez pas? Quand j'ai un micro. Donc je vais essayer de parler plus fort. Hein. La mortalité atteint plus l'homme. Donc dans 90% des cas, c'est dans 90% des cas, en fait, la mort subite survient chez l'homme et 10% chez la femme. Vous m'entendez mieux? C'est bon? Alors, le mécanisme de la mort subite chez le sportif, je vous ai dit, la première des causes, c'est l'origine cardiovasculaire et surtout les troubles du rythme ventriculaire, donc les extrasystoles ventriculaires. Donc, en 2003, en fait, on a deux ponts de cardiologie sportive, un italien, un américain. Macron, c'est l'américain. Il a aussi, dans les causes de mort subite, parlé de ce qu'on appelle le commotio cordis. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de ce terme. En fait, ce sont des morts subites liées à des traumatismes directs sur le thorax et surtout sur le sternum, par exemple dans le rugby. Et donc, en fait, le choc se fait à un moment bien précis du cycle cardiaque et on initie la fibrillation ventriculaire à ce moment-là. Les autres mécanismes de mort subite, ben, ce sont les hypovolémies. Donc vous savez tous très bien qu'il faut s'hydrater. Nos muscles ont besoin d'eau, on est fait de 60% d'eau, et donc il faut s'hydrater aussi bien à l'entraînement que pendant une course. Et les coups de chaleur favorisent donc dans des périodes chaudes, ben, on a une augmentation de cette hypovolémie qui peut être une des causes de mort subite sur un cœur sain, sans qu'il n'y ait là de troubles du rythme liés au ventricule gauche. Bien sûr, il y a tout ce qui est rupture d'anévrisme cérébraux ou aortique, et les causes non cardiaques, c'est l'asthme, le dopage, les hémorragies digestives dans certains cas. Avant 35 ans, le cardiologue doit d'abord mettre en évidence, doit en tout cas exclure toute pathologie congénitale. La première des causes de mort subite chez un jeune sportif de moins de 35 ans, c'est la cardiopathie hypertrophique. Ce n'est pas toujours très facile à diagnostiquer puisque c'est l'augmentation du muscle du cœur, et on parle d'hypertrophie ventriculaire à partir d'une norme très basse qui est de 13 mm de septum, donc quand on fait l'échographie, mais chez un cœur d'athlète, on peut avoir jusqu'à 15 mm. Donc on a des gaps entre ce qu'on parle, la pathologie chez tout un chacun, et chez le sportif où les mesures sont déjà anormalement augmentées. Et donc la cardiopathie hypertrophique n'est pas toujours très facile à diagnostiquer, on a différents critères, mais donc voilà. Ça c'est la première des causes chez le caucasien de causes de mort subite avant l'âge de 35 ans. Puis tout ce qui atteint les coronaires, l'implantation anormale des coronaires, un passage entre l'aorte et l'artère pulmonaire, peut augmenter le risque de mort subite par trouble du rythme. Les myocardites, donc ça c'est très important aussi chez vous, enfin pour vous de comprendre lorsque vous avez une infection ORL, un état grippal, il faut vraiment bien vous arrêter pendant une dizaine de jours parce que les virus qui atteignent les voies respiratoires, ORL, peuvent attaquer le muscle du cœur et causer ce qu'on appelle une myocardite. Ce n'est pas fréquent, mais la myocardite est en cause dans 5% des mortalités chez le jeune. Les anomalies de l'aorte, les QT, enfin les anomalies au niveau des ECG. Donc ça, si on reprend ici par graphique, donc la première des causes, c'est la cardiopathie hypertrophique, différenciée du cœur d'athlète. Donc chez le sportif de moins de 35 ans, qu'est-ce qu'on lui fait? Donc quand vous arrivez, on vous pose des questions sur vos antécédents. Est-ce qu'il y a eu dans la famille des gens qui sont morts subitement, soit dans leur lit, soit lors d'efforts, avant l'âge de 60 ans, et donc on essaie de dépister. On sait que la cardiopathie hypertrophique congénitale est une maladie héréditaire et elle se transmet à 50% de génération en génération. On ne passe pas de génération.
Donc, s'il y a maintenant une mortalité au premier degré, de cause non définie, ben, il faut être très attentif. Les coronaropathies, bien sûr, si dans la famille, on a un père, une mère, un oncle qui a développé un infarctus avant l'âge de 45 ans, ben, c'est un risque supplémentaire. On lui pose toutes les questions concernant l'essoufflement, les palpitations, les douleurs thoraciques, les maux de tête, les malaises, qui auraient pu avoir lieu pendant une activité sportive. Donc tout ce qui est maux de tête, la première des causes, c'est bien évidemment la déshydratation. Donc si on pousse un peu, il fait chaud, on n'a pas bien vu, on peut avoir mal de tête après un entraînement un peu trop poussé. Les facteurs de risque, bien sûr, personnels et tous les facteurs de risque cardiovasculaires, donc tabac, diabète, cholestérol. On fait un électrocardiogramme de repos et puis un examen physique. Maintenant, le reste n'est pas indispensable, mais en règle générale, ben, on fait quand même un test d'effort si on a des facteurs de risque. Et puis, souvent, quand vous venez chez le cardiologue, vous aimez bien avoir ne fût-ce que vos chiffres de VMA, et donc ça permet de... Mais dans les recommandations, on n'est pas obligé de faire de tests d'effort toujours. Pourquoi est-ce qu'on fait cet électrocardiogramme de repos? Et en Belgique, malheureusement, on a essayé par tous les moyens de l'imposer avant de délivrer une licence et un certificat de non-contre-indication. Parce que dans les années 80, en Italie, Corrado a démontré qu'en faisant un électrocardiogramme, on sauvait des vies. Et en Italie, toute personne maintenant qui doit détenir une licence doit avoir un électrocardiogramme entre 12 et 35 ans. Ne fût-ce qu'un seul électrocardiogramme de repos, parce qu'il va permettre de diminuer la mortalité. Comme vous voyez sur cette courbe, donc dans les années 80, l'étude est sortie. Entre 85 et 87, ça a été imposé en Italie. Et on a vu une diminution drastique de la mort subite chez les athlètes qui ont été screenés par un ECG seul. Et on est même descendu en dessous de la mortalité globale de la population non screenée, donc qui ne nécessite pas tout un chacun qui va faire du sport et qui ne nécessite pas de licence. Donc un électrocardiogramme dans la vie du sportif doit être réalisé ne fût-ce qu'une seule fois, parce que cet électrocardiogramme va nous permettre à nous de déterminer si, oui ou non, il y a une pathologie sous-jacente. Donc, l'électrocardiogramme montre plus de 60% de ces pathologies, donc la cardiopathie hypertrophique, la dysplasie arythmogène du ventricule droit, mais qui est quand même une pathologie très rare, mais qui donne des troubles du rythme et qui empêche toute activité sportive d'être poursuivie, puisqu'elle va dégrader le ventricule droit et donc augmenter le risque d'insuffisance cardiaque. Tous les troubles conductifs vont être mis en évidence sur un électrocardiogramme, le Brugada, le Cutélon, tout ça, on dépiste plus de 60 à 70% des pathologies potentiellement mortelles liées au sport. Donc, chez le sportif de plus de 35 ans, plus de 35 ans, la première des causes, c'est la maladie coronaire. Donc, on va bien évidemment essayer par tous les moyens de tester la maladie coronaire. La maladie coronaire, c'est l'infarctus, c'est l'angine de poitrine. Ce sont des douleurs, parfois une diminution de la capacité à l'effort, parfois c'est simplement des nausées, parfois c'est des palpitations. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours avoir mal dans la poitrine, que ça serre, ça irrite dans la mâchoire, dans les épaules. Ce n'est pas toujours ces symptômes-là. Ça augmente le risque, c'est 6 fois plus de risque de faire un infarctus au cours d'une activité sportive chez un coronarien méconnu. Mais ce risque est 100 fois supérieur chez le sédentaire. Donc, je ne veux pas vous faire peur, hein, parce que vous faites du sport, et bien au contraire, vous diminuez votre risque coronarien en faisant une activité sportive. Le risque est 2,4 fois supérieur chez le sportif entraîné, donc on diminue ce risque de 25 fois. Le mécanisme, c'est l'agrégation plaquettaire, c'est-à-dire que les plaquettes, dues au fait de l'activité sportive, on est pro-coagulant et donc on augmente cette faculté que les plaquettes s'agrègent dans les vaisseaux
et dans les vaisseaux coronariens. Les spasmes, là, c'est plus lié au tabac qu'au sport et à une cause secondaire. Et la rupture de plaques, là, ça se rencontre plutôt chez les sportifs qui montent très très haut ou qui rompent leurs plaques et qui font saigner le vaisseau mais par l'intérieur, donc qui cause l'infarctus par occlusion d'une artère. Ce dépistage, il est recommandé à tout homme de plus de 40 ans. Donc, une fois que vous faites du sport de façon régulière, il vaut mieux faire un test d'effort tous les 5 ans à partir de 40 ans et chez la femme tous les 5 ans à partir de 50 ans. Ce test d'effort sera fait plus jeune si on a des facteurs de risque, si on a des antécédents familiaux, bien évidemment si on est symptomatique, et bien évidemment l'activité qu'on demande de développer, c'est une charge maximale avec une fréquence cardiaque maximale et pas celle qu'on se dit, ah ben voilà, vous avez atteint votre fréquence maximale théorique qui est 220 points à l'âge et c'est bon, vous pouvez rentrer. Non, il faut vraiment, il faut que nous, les cardiologues, on vous pousse au bout de votre réserve pour être sûr que vous ne développiez pas de troubles du rythme à ce moment-là. Le surmenage cardiaque, mais ça existe aussi et c'est aussi une cause de mort subite. Donc ce sont des symptômes très spécifiques avec la fatigue, l'irritabilité, des troubles du sommeil. À l'électrocardiogramme, on peut voir de l'arythmie. Parfois le cœur s'emballe plus vite ou le cœur est plus lent. À l'épreuve d'effort, en règle générale, il y a une limitation de la fréquence cardiaque, il y a de l'arythmie et on demande à ce moment-là de réduire un tout petit peu et par la suite, on peut reprendre une activité tout à fait complète et garder ses performances. Bien sûr, une autre cause de mort subite, c'est le dopage. Laisser faire chercher pour le dopage, c'est stimuler, diminuer la douleur, augmenter la performance, réduire l'inflammation, supprimer l'anxiété, mais les effets indésirables, malheureusement, ne sont pas connus pour tous les dopants. Il y a de plus en plus de dopage génétique, on ne dépiste pas et qui peuvent être délétères. Soyons sains dans notre activité sportive. Donc, si malgré tout, on a un accident, je pense que le défibrillateur automatique, il faut pouvoir l'utiliser. Les témoins doivent pouvoir, ne fût-ce que d'en voir un, et d'essayer de remettre le cœur en route. Plus on a 3 minutes, donc plus on va vite, mieux c'est. Même si on ne le fait pas de façon optimale, il ne faut pas nécessairement ventiler, ne fût-ce que masser et avoir un défibrillateur dans les stades. On va parler de choses plus agréables, hein, ce qui vous intéresse certainement plus, c'est votre entraînement. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que nous donne, qu'est-ce qu'on peut vous donner grâce à la neurospirométrie? Donc vous avez déjà tous vu ou fait une neurospirométrie. Donc en fait, on place le sportif soit sur un vélo, soit sur un tapis. On lui met un masque. Ce masque va permettre de mesurer les échanges gazeux au long du parcours de l'activité sportive. On va bien sûr suivre l'électrocardiogramme, de voir un petit peu s'il n'y a pas de trouble du rythme. Et on fait quelques mesures tout au long de cette épreuve d'effort standardisée par différents paliers. On peut faire des paliers de 10 minutes, de 2 minutes. Ça dépend un tout petit peu de ce qu'on recherche et ce dont vous avez besoin. L'épreuve d'effort, comme je viens de le dire, elle peut se faire sur tapis ou sur vélo. Elle peut être simple. On peut avoir une vitesse maximale atteinte, une fréquence maximale atteinte par un effort physique normal, sans masque, parce que parfois c'est pas naturel de respirer dans ce masque. Parfois, nos performances sont parfois diminuées. On débute toujours par un échauffement. Dans certaines écoles, on débute par un échauffement extérieur de 15 minutes. Le sportif revient, on le branche et on commence par faire une neurospirométrie. Mais dans les centres de laboratoire habituels, les centres habituels, c'est plus ou moins 3 minutes d'échauffement, on peut aller jusqu'à 5 minutes. Et alors, on progresse par palier. Donc d'intensité de fréquence, selon l'intensité de la fréquence et selon le type de sport que le sportif pratique.
Ces paliers peuvent être de 1 ou plusieurs minutes, comme je viens de le dire. Elle doit toujours être portée au maximum de la capacité du sportif et non pas être arrêtée parce qu'on a atteint le seuil. Elle est suivie toujours par une phase de récupération parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à voir les troubles du rythme, les modifications des électrocardiogrammes et c'est à ce moment-là qu'on voit plus de finesse au niveau de potentiel atteinte au niveau cardiovasculaire. Les paramètres tensionnels et rythmiques sont surveillés en continu. Qu'est-ce qu'on examine pendant l'ergospirométrie? Physiologiquement, pour pouvoir faire du sport, on a besoin de carburant, on a besoin de bons muscles, on a besoin d'un bon débit cardiaque, donc une bonne pompe cardiaque, et on a besoin d'oxygène et donc de bons poumons. Et donc, toute cette activité mitochondriale au niveau du muscle va dépendre aussi bien des poumons que du cœur. Et lorsque l'ergospirométrie peut être pathologique, ce n'est pas nécessairement le cœur qui est en cause, ce n'est pas nécessairement la pompe, ça peut être les poumons, comme l'asthme phosphore, ou des atteintes du parenchyme pulmonaire. Chez le sportif endurant, mais il augmente ses pressions au niveau des artères pulmonaires et il augmente éventuellement les lésions au niveau du parenchyme pulmonaire. Et donc le poumon peut être en cause dans une diminution de la performance. L'ergospirométrie ne sert pas uniquement à vos chiffres, mais à nous, à savoir si tout se passe bien au niveau des différents éléments qui vous permettent de faire du sport. Donc, l'ergospirométrie débute toujours par une mesure ventilatoire. Donc, on vous demande de respirer et de souffler au maximum pour mesurer ce qu'on appelle le VELS, qui est le volume expiré maximal en 1 seconde. On mesure le volume courant et alors on mesure les différentes capacités d'extraction d'oxygène. Et c'est ça que vous nous demandez, quelle est ma VO2, quelle est ma VO2 max. Et donc, ça, c'est l'explication au niveau musculaire de l'utilisation de l'oxygène qui est amené par les poumons et surtout par le transport du cœur vers le muscle cardiaque et son utilisation et sa bonne utilisation par les mitochondries qui vous permettent de développer de l'énergie. Elle permet de déterminer 2 seuils, le seuil aérobie, donc le cardiologue vous donne les chiffres pour le seuil aérobie, le seuil anaérobie qui est le seuil d'acide lactique. Et on mesure aussi ce qu'on appelle le pic de VO2 ou le plateau de VO2. Chez certains sportifs, on a des plateaux de VO2 et donc on peut donner des mesures un peu précises de cette VO2. Grâce à ces seuils, on va pouvoir vous donner des mesures de zones d'entraînement que l'on peut faire soit par la charge, mais c'est beaucoup plus compliqué à juguler dans une vie sportive, que c'est la vitesse ou le watt. Mais si c'est en pente, il fait froid, si c'est en pente, on peut avoir des charges qui ne sont pas tout à fait adaptées. Et ce qu'on utilise beaucoup, c'est la fréquence cardiaque, puisque ça, on a... Je ne sais pas. Donc la fréquence cardiaque, elle permet, vous avez tous des cardiofréquencemètres avec différentes mesures, qui mesurent aussi la VO2, il y a maintenant plein de dispositifs qui permettent de vous aider avec ces fréquences cardiaques. Donc, un petit rappel physiologique qui va être très court. Donc, les premières filières énergétiques qu'on utilise, c'est des filières anaérobies, où on ne produit pas d'acide lactique dans les premières secondes, et puis l'entraînement, on essaie de le faire en phase aérobie. Tous les chiffres que l'on donne, ce n'est pas pour des épreuves d'efforts de très courte durée, puisque pour avoir un équilibre, il nous faut 2-3 minutes pour pouvoir avoir un équilibre aérobie, et ces variations de fréquence cardiaque dépendent vraiment de ce travail aérobie. Les principes d'un entraînement en aérobie, c'est la charge, la fréquence, la durée. Donc, on va vous donner des mesures de fréquence et puis votre coach va permettre de vous dire vous devez courir autant de fois par semaine, à cette intensité, la durée de la séance doit être en fonction de votre sport, de ce que vous recherchez, de ce que vous voulez performer. Il y a toujours une alternance entre l'entraînement et la récupération. La récupération est très importante et elle ne doit pas être trop courte
mais elle doit pas être trop courte parce que sinon on va augmenter le risque de surentraînement et on va avoir une contre-performance. Et elle ne doit pas être trop longue parce que sinon on n'a pas d'effet bénéfique de l'entraînement. Et puis il y a aussi une alternance entre ce qu'on appelle le travail qualitatif et quantitatif, que vous connaissez très bien. Le travail quantitatif, c'est plus en endurance, et donc ce sont des séances d'intensité proches du premier seuil, donc le seuil aérobie, donc entre 60 et 80% de votre FMA ou de votre VMA. Et donc ces séances d'intensité sont constantes, minimum de 30 minutes. Elle va améliorer en fait votre capacité de transport d'oxygène, donc la cylindrée, comme je l'appelle, c'est le moteur. Elle va augmenter le volume, et plus on s'entraîne jeune, mais plus le cœur se dilate, plus on est endurant, plus le cœur se dilate, et donc plus le débit peut augmenter, puisque le débit c'est la multiplication du volume d'éjection de ce que le cœur éjecte à chaque battement par la fréquence cardiaque. Plus on est bas en fréquence cardiaque, plus on peut monter, et donc plus on peut augmenter notre débit cardiaque. Le travail qualitatif, lui, c'est un travail de résistance, donc c'est une alternance entre les phases de travail intense et de récupération active, et elle va plutôt améliorer tout ce qui est adaptation périphérique et surtout la rapidité de récupération. Donc en fonction de ce qui est à modifier dans votre programme, on vous proposera plus une activité que l'autre. Le principe, il faut être progressif. Donc lors de la reprise du sport ou chez le débutant, il est important de débuter tout doucement, pour ne pas se démotiver et pour garder une activité physique parce que ça c'est super important, et de pouvoir progresser. Si on monte trop vite, eh bien on va être très haut très rapidement et on ne progressera pas. Il faudra tout faire à zéro et parfois réapprendre à marcher avant d'aller recourir. La régularité, ça c'est super important. S'il y a un arrêt de plus de 2 semaines, il faut savoir qu'il y a besoin de 4 semaines pour que tout se remette en forme, comme avant. Les fréquences, c'est minimum 2, mais on conseille plutôt 3. Et l'intensité, on débute par continue d'abord à faible intensité avec de la marche, la course à pied, et puis on augmente progressivement pour atteindre des séances plus importantes. Plus la séance sera intense, donc plus on sera en fractionné, plus elle sera courte en durée. Et au niveau de la spécificité, ça dépend de nouveau de quel type de sport vous faites et ce que vous voulez développer dans votre activité sportive. Bien évidemment, il faut toujours un petit équilibre entre vie familiale, sociale, professionnelle, et ça c'est un équilibre psychologique. Et chez le sportif, c'est important aussi parce qu'on travaille avec la tête quand on est en compétition, et donc il faut qu'on n'ait rien qui nous ennuie à ce niveau-là. Au niveau des seuils, donc je vais vous montrer après le petit graphique, comme ça je vous le réexplique, mais premier seuil, seuil aérobie, première cassure qu'on va voir sur votre test. C'est lorsque le débit ventilatoire va augmenter plus rapidement que la VO2. C'est le moment où votre volume courant, c'est-à-dire que votre capacité respiratoire est au maximum et vous ne pouvez plus qu'augmenter la fréquence respiratoire. Donc, on a recruté tout ce qui était possible au niveau pulmonaire et on augmente sa fréquence cardiaque, sa fréquence respiratoire. Le second seuil, c'est le seuil anaérobie, c'est là où on produit de l'acide lactique, c'est là où la consommation en oxygène va être moins importante que la production de CO2. Vous vous rappelez que la production de CO2, c'est le déchet de la cellule, et plus le CO2 augmente, plus on a besoin de l'éliminer, puisque si on a beaucoup de CO2, les muscles ne vont plus travailler, puisque les déchets ne seront plus éliminés par voie respiratoire. Et ça, c'est à ce moment-là, c'est à ce seuil-là qu'on commence à voir l'augmentation de l'acide lactique pour les tests avec l'acide lactique. Et puis on a le pic de VO2 qui est le maximum de son plateau, et ça détermine votre vitesse maximale atteinte ou votre fréquence maximale atteinte. Ça c'est les graphiques dont en règle générale moi je les remets, comme ça le coach peut les voir, peut réadapter un petit peu. Et donc sur ce graphique-ci, on a la cassure, je les ai remis en plus grand. Donc la première cassure est ici et la deuxième cassure est là. Donc
là c'est le deuxième seuil, donc seuil anaérobie, et ça c'est le premier seuil. Et donc on détermine les fréquences cardiaques correspondant à ces différents seuils. Donc voilà, c'est un plus grand, le seuil anaérobie. Donc on le détermine, c'est pas toujours simple, parfois ça dépend aussi de ce que vous avez fait la veille. Si vous avez fait un gros entraînement et qu'il y a encore de l'acide lactique, on peut avoir des seuils qui ne sont pas toujours faciles à obtenir. Donc maintenant les zones d'entraînement, moi j'ai repris les 5 les plus habituelles. On peut aller jusqu'à 7 sur l'entraînement habituel. Donc la zone 1, c'est celle qui est la zone d'échauffement, c'est moins de 50% de la VO2. C'est une récupération active ou à l'échauffement pendant une dizaine de minutes pour vous préparer. La zone d'endurance, c'est juste au-dessus du seuil, donc 50 à 5 du premier seuil, donc le seuil aérobie. Donc c'est une course de longue durée, très longue durée, les ultras. C'est un métabolisme aérobie à 100% et on utilise la réserve lipidique. Donc pour les personnes qui ont envie de perdre du poids, c'est cette zone-là qu'il faut essayer de maintenir. La zone 3, c'est l'endurance active, donc on se trouve entre les deux seuils. Donc ça c'est l'allure-marathon, on utilise aussi bien le glucose, d'abord musculaire, le glucose hépatique, et puis après on utilise nos lipides. La zone de résistance, ça c'est le deuxième seuil, et là ça permet de reculer donc lorsqu'on travaille au deuxième seuil, donc entre 70 et 90% de la VO2, ça permet de diminuer le deuxième seuil et ça améliore la fréquence aérobie, donc on augmente sa VO2 en fait. Le cinquième seuil, ça c'est le travail en intervalle training à la fréquence maximale et qu'on peut maintenir entre 4 et 8 minutes. Après c'est l'épuisement puisqu'on aura utilisé toutes nos réserves glycidiques. Si on revoit par un petit schéma, donc la zone 1, zone d'échauffement, on utilise les lipides, zone 2 juste avant le premier seuil, aérobie, la zone 3, zone d'endurance, la zone 4, on utilise en majorité les glucides, un peu de réserve lipidique, et la zone 5, c'est uniquement glycidique. On peut travailler pas avec le cardiofréquence-mètre, mais à la sensation, et donc ça vous connaissez tous, les différentes zones, mais en fonction au niveau de... Voilà. Donc quand on court, il y a des moments où on arrive encore à parler, du moment qu'on arrive à parler, on peut mettre 8 mots d'affilée sans les assurer, on est en endurance. Si maintenant on n'arrive plus à tout parler, on est en intensité maximale. Il faut savoir qu'en fonction de la température, je n'ai presque terminé, en fonction de la température ambiante, ces mesures de seuil doivent être adaptées. Et donc, si on est à des températures très basses, il faut diminuer les chiffres qu'on vous donne de 5 battements. Si on est en température très haute, il faut augmenter ses fréquences cardiaques de 5 battements. L'hydratation est indispensable, même à l'entraînement, sur des séances supérieures à 45 minutes. Pour perdre du poids, on est en zone 1, 2, et minimum 90 minutes. Il faut éviter la monotonie, donc on peut faire des entraînements croisés. Ça permet de maintenir une activité sportive en course à pied si on fait un peu de vélo, ça diminue les chocs au niveau des articulations. En cas de séance au deuxième seuil, n'oubliez pas de vous échauffer au préalable, sinon vous allez revenir avec plutôt des lésions musculaires ou tendineuses. Les séances au pic de VO2, en règle générale, les accélérations seront sur 90 minutes, la récupération active au moins égale, voire un petit peu moins à ce délai. Et en cas d'intervalle training, ce sont des courtes séances de sortie. L'effet de l'entraînement, on améliore la VO2 sans changer la fréquence cardiaque. Donc on voit qu'en début de saison comme en fin de saison, les fréquences cardiaques restent identiques. Mais on augmente la vitesse et sa VO2 grâce à l'entraînement. Les recommandations pour les sportifs,
Pas de compétition d'efforts intenses en cas d'infection, ça je vous ai dit, fièvre, fatigue anormale, il faut vous écouter aussi. Précaution en cas d'atmosphère trop chaude ou trop froide, je vous ai dit par rapport aux fréquences cardiaques. Prudence lors des efforts en haute altitude, un début et un fin progressif, donc bien s'échauffer, bien récupérer. Pas d'effort immédiat après un repas, bien s'hydrater. Interrompre à temps tout effort mal toléré. Si vous avez des palpitations lorsque vous faites un exercice et que c'est inhabituel, arrêtez-vous et avant de tomber, qu'il y ait quelqu'un qui peut vous ramasser. Donc, pas de bain ni de douche trop chaude après un effort sportif et signaler à votre médecin ou à votre coach ou à qui que ce soit si vous avez des symptômes pour pouvoir tenir ces symptômes en compte.